FDBF classique avec The Party de Blake Edwards. Alors Marc, pourquoi ce film-là en particulier pour Alors, ce FDBF? pourquoi déjà pour le calendrier, parce qu'il ressort en salle début mars, le 3 mars, version restaurée, tout le tralala. Et puis tout simplement parce que c'est une des plus grandes, voire la plus grande comédie de tous les temps, qui est aussi peut-être une des plus simples. C'est quoi The Party? C'est un film de Blake Edwards donc, qui est sorti en 68 avec un de ses acteurs fétiches, ou son acteur fétiche qui est Peter Sellers. C'est l'histoire d'un figurant indien sur un tournage David Linesque qui a foutu la merde et raté des prises à $1 million et fait exploser le décor, qui est détesté par tout le monde et plus tard invité par erreur suite à un malentendu à la soirée du producteur dans une villa très high-tech, très Jacques Tatiesque si on veut, et qui évidemment va faire gaffe sur gaffe, donc faut imaginer ce Peter Sellers glimé en indien. Faire gaffe sur gaffe, confronté à ce monde moderne avec lequel il n'est pas forcément très familier, bah, c'est un délice. C'est un délice parce que c'est universel. C'est un film où il y a très... c'est beaucoup à rapprocher de Jack Tati. C'est un film où il y a très peu de dialogue. Enfin, il y en a quand même pas mal, mais les dialogues sont anecdotiques, c'est du pur visuel. Mais c'est très recherché, c'est universel dans l'humour. Même quand c'est surréaliste, il y a d'autres séquences que peut-être on a vécu un moment ou un autre en soirée et qu'on ne s'est pas très bien débrouillé avec les gens. En plus, tu as cette confrontation que, du coup, tu as aussi chez Jacques Tati. Je ne vais pas arrêter de faire des parallèles avec Jacques Tati sur la modernité. Donc là, c'est les années 60. Donc la maison, par exemple, il y a plein de gadgets high-tech dedans qui vont donner lieu à des gags plus ou moins hilarants. Et puis tu as le personnage de Peter Sellers en lui-même, ce figurant indien, qui est excessivement drôle, avec toutes ses petites mimiques, tout son anglais approximatif, la fameuse réplique Birdie Num Num, quand il nourrit les perroquets, je crois que c'est d'ailleurs de là d'où vient le nom du groupe, Birdie Num Num, voilà, je crois que c'est de là. Et puis après, tu as l'habillage que fait Blake Edwards dessus, parce que Blake Edwards, c'est un super... il a fait des super films, mais il ne faut pas oublier que c'est vraiment un super réalisateur de comédie, que la comédie demande un talent visuel, un talent de metteur en scène qui est immense. Et The Party, c'est de la grande écriture, mais c'est que de la pure mise en scène. Parce qu'en plus, tu as un cadre en scope, etc. C'est une sorte de huis clos, tout en scope, excellemment mis en scène, dans la gestion des gags, avec en plus la petite musique d'Henri Mancini, ça fait jamais de mal. Et... Il y a même des séquences muettes, justement. Oui, tu as des séquences, t'as une séquence dans la salle de bain, je ne révélerai pas de quoi il s'agit, voyez là, etc. Mais elle doit durer 10 minutes au moins, il n'y a plus de dialogue pendant 10 minutes, tu as des gags qui sont universels, moi je le regarde à chaque fois, je dois le regarder une fois par mois, à chaque fois je suis mort de rire, je vois Alexandre qui rigole là-bas, et juste parce que je sais que c'est un de ses films préférés. Ce qui est très fort, c'est qu'il y a un autre très grand réalisateur de comédie qui était Billy Wilder, que j'aime beaucoup, mais ses comédies burlesques me paraissent toujours très 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 inférieures à cause de Blake Edwards. Par exemple, dans 7 ans de réflexion, à un moment, je crois qu'il y a un personnage qui se casse la tronche à cause d'un patin à roulette ou je sais plus quoi, et il te fait un insert sur un patin à roulette pour te montrer la gamelle. Blake Edwards ne le fait pas. Blake Edwards, on est presque plus chez Chaplin ou vraiment les premiers du burlesque. T'as vraiment le cassage de gueule intégral, il se viande la tronche, le truc dans la salle de bain, sans le raconter, on voit tout, ils ont défoncé le décor. C'est un plan séquence, voilà, pas de trucage. Et donc, déjà sur la qualité de l'humour burlesque, c'est inégalable pour moi, vraiment. Et en plus, ce qui est génial, c'est que Blake Edwards, qui a pourtant fait des films assez acides à des moments dans sa carrière, est toujours très tendre. Et The Party est un film... c'est cruel, souvent. Sur le système, sur la société. Non, mais sur le système, la société, c'est très cruel. Revoyez La Panthère Rose, le premier, c'est très très cruel. Et The Party, même s'il y a la cruauté, c'est d'une tendresse infinie pour son acteur, pour la place qu'il lui laisse. Et puis pour la complicité qu'il y a avec le personnage. Pour la complicité, et même tous les seconds rôles qui gravitent autour, on sent qu'ils se mettent tous au diapason. Il y a vraiment un sens de la rythmique. Moi, franchement, même si j'aime plutôt bien les comédies contemporaines, il y en a régulièrement qui me font plutôt rire. Je ne trouve pas d'héritier à Blake Edwards. Je n'en trouve pas. Et en plus, The Party est un film qui, esthétiquement, plastiquement, est d'une lumière et d'une qualité. La musique de Mancini, elle est vraiment très très bien. Il faut vraiment encore le dire. Elle est très très belle. C'est-à-dire que il était dans l'humour. Il était aussi dans la beauté vraiment même quasiment une beauté du geste qui est très belle et c'est à hurler de rire. Moi, vraiment, pareil. Je revois le film régulièrement et je me plie en deux. Je me plie en deux à chaque fois, mais je suis un gamin de 5 ans. Non. Son héritier le plus connu, je pense, de la génération actuelle, c'est Mr Bean,
qui je pense doit tout à un film comme The Party ou peut-être à Blake Edwards en général. Et non, c'est surtout, paradoxalement, la comédie universelle aujourd'hui, elle pourrait plus ressortir parce qu'on serait là à dire ouh, regardez, c'est un blanc qui est grimé. Mais il y a un truc qui est fantastique derrière dans ce que ça raconte, dans le jeu qu'il en fait. Et puis tout simplement parce que probablement personne d'autre que Peter Sellers aurait pu aussi bien le faire, tout simplement. Et il s'est toujours intéressé à la masculinité, comment être un mâle dans le monde moderne. Et lui, là, c'est même un mâle qui n'est pas chez lui, qui est déraciné. Et même si c'est sur le ton de l'humour et tout, c'est très drôle. On sent le mec qui est pas à sa place et comment j'essaie de faire semblant de m'en sentir à ma place et la gêne que ça engendre. Et c'est universel. Et c'est universel. Et le film, sans le raconter, finit bien. Il est très tendre parce que vraiment, Blake Edwards est quelqu'un qui aime ses personnages, même si ça finit pas toujours bien ces films. Voilà, donc The Party qui sort le 3 mars. 3 mars, voilà, qui ressortira dans les salles le 3 mars, mais également aussi disponible en Blu-ray directement chez MGM Fox. Voilà. Parce que bon, si vous voulez vous faire les abdos chez vous en rigolant, c'est parfait. À force de rire, c'est une bonne adresse. Donc tout de suite, maintenant, nous allons passer à la rubrique hors compétition pour le coup de cœur de nos invités. Pour notre rubrique hors compétition, nous allons d'abord commencer avec Thomas qui a eu un véritable coup de cœur pour l'histoire du géant timide. Oui, voilà, donc l'histoire du géant timide, c'est un film qui est sorti en toute discrétion le 24 février. Et c'est une petite pépite. Alors il a pas beaucoup fait parler, il a pourtant eu beaucoup de récompenses en festival. C'est un film islandais réalisé par Dagur Kari avec un acteur incroyable, Gunnar Johnson, que certains auront peut-être pu voir dans la comédie Bélier, qui était sorti il y a quelques mois. Et ce film raconte l'histoire de Foussi. C'est une espèce de grand gaillard qu'on pourrait presque rapprocher d'Amélie Poulain, c'est dire. Pourtant, ils n'ont rien en commun. Qui vit chez sa mère, qui est un peu un no-life passionné de maquettes. Voilà, c'est un grand enfant encore. Qui est même parfois tyrannisé, on va dire, sur son lieu de travail, justement, du fait de sa grande carcasse et de son immense tendresse. Et là où ça pourrait être un film pathos, un film qui tire l'alarme, le film m'a complètement bouleversé. C'est une petite merveille. C'est tellement touchant. Coppola dit, et ça a d'ailleurs été repris sur l'affiche, que si le monde entier était composé seulement de personnes comme lui, ça serait un lieu formidable dans lequel vivre. C'est un personnage tellement attachant qu'on a envie de traverser l'écran et d'aller le prendre dans ses bras. Je pense que j'ai terminé les 20 dernières minutes avec les larmes aux yeux quasiment à chaque scène. Et voilà, il y a quelque chose qui fonctionne. C'est un très très beau film avec un héros très ordinaire et pourtant extraordinaire. C'est un film généreux, altruiste. C'est un film qui fait du bien, qui est très modeste, donc il va peut-être rebuter certaines personnes et c'est peut-être pour ça qu'on n'en a pas fait un foin autour, mais qui pour moi c'est je pense un de mes coups de cœur depuis ces derniers mois. Donc l'histoire du géant timide de Dagur Kari, donc sorti le 24 février. On passe maintenant à toi JB qui voulait revenir sur le festival de l'Alpe d'Huez. C'est déjà passé là. C'est passé. On est dans le festival des bons films, donc c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de comédie en général. Et d'ailleurs, j'ai pas vu beaucoup de bons films à l'Alpe d'Huez, mais c'est vrai que tous les ans, je vais dans ce festival parce que mes grands-parents habitent là-bas. Un festival qui dure 3 jours. Et qui montre des comédies, qui ne montre que des comédies. Donc évidemment, on voit énormément de mauvais films. J'ai vu Pattaya avant tout le monde, je vous jure, c'est vraiment une épreuve. Mais on voit aussi de temps en temps des super bons films, et je trouve dommage de pas en parler, parce que c'est des films qu'après, je serais pas spontanément allé les voir. Mais parce qu'ils sont sur un packaging affreux, mais un film comme Good Luck Algeria, qui a une affiche dégueulasse, c'est un bon film, qui va passer à la trappe à tous les coups. Ça raconte l'histoire d'un biathlète algérien qui veut concourir pour les championnats du monde de biathlon, qui donc essaie de s'y qualifier via son pays. Enfin, c'est un bordel monstre. C'est vachement bien. A priori, ça va passer à la trappe. Mais voilà, ce qui est marrant dans ces 3 jours à l'Alpe d'Huez, c'est qu'on est dans une sorte de monde parallèle avec des gens normaux, c'est-à-dire des spectateurs normaux qui rentrent dans les salles librement malgré le fait que ce soit un festival. Et on est dans des salles avec des gens qui rient, des acteurs qu'on voit pas forcément dans des festivals d'habitude. Et bon, oui, encore une fois, on voit énormément de mauvais films, mais de temps en temps, on voit un truc sympa. Donc voilà. Voilà, un petit coup de cœur sur le festival de l'Alpe d'Huez.
Et toi, Alexandre, c'est Making a Murderer. Ouais, revenir rapidement sur la série produite par Netflix. C'est une série documentaire qui se penche sur l'histoire d'un type qui, on nous raconte dans le premier épisode qu'il a été condamné pour une agression sexuelle, et on se rend compte qu'en gros, c'est pas lui qui l'a faite. Il passe 18 ans en prison. Et donc à la fin du premier épisode, on se dit ah bah c'était déjà pas cool. Et la suite, ça va peut-être être sur d'autres histoires comme ça. Non. En fait, le mec va être réaccusé d'un meurtre. Et on ne sait pas s'il a commis ou pas. Le film ne nous dit pas vraiment s'il a commis ou pas ce meurtre, mais qu'en gros, la manière dont a été menée l'enquête, tu ne peux pas l'accuser sur ces bases-là, et que quand même c'est très louche. Et que les manipulations des policiers, les manipulations du système judiciaire américain fait que ça ne tourne pas rond. Ces 10 épisodes, c'est un petit peu long parce que c'est quand même à chaque fois 1 heure, donc ça fait quand même un mastodonte de 10 heures documentaire. Mais justement, on a un petit côté, on patine un peu, on essaie de comprendre. Mais pourquoi il se passe ça ? Il n'y a pas toujours des rebondissements qui vont dans le sens d'un vrai scénario, puisqu'on est sur du documentaire. Ils ont vraiment suivi ça pendant 10 ans, les réalisateurs, entre 2005 et 2015. Et vraiment, c'est assez puissant à regarder. Et si je voulais juste en parler vite fait aussi, c'est parce que Netflix permet l'émergence de formats qui me semblent intéressants. Une série documentaire de 10 heures, comme ça, en épisode, avec des différences de temps entre les épisodes selon ce que ça raconte. On ne peut pas le faire avec la télé à cause des histoires de pubs, de machins, de trucs. Et c'est vrai aussi avec les séries fiction. Je pense à Sense8 qui a une construction dans le montage qui n'a pas besoin de cuts pour les pubs. Et Netflix est en train petit à petit de développer un catalogue dont fait partie Making a Murderer, qui est vraiment passionnant pour ça aussi. Voilà, Sense8, la série des Wachowski qui sera renouvelée pour une 2e saison. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Donc tout d'abord, merci Thomas, on te retrouve sur le Bleu du Miroir. Merci. Alexandre sur Playlist Society. Merci. Et toi Jean-Baptiste sur Cinématrack. Exact. Et en fait, en dernier conseil avec Marc, on voulait vous parler donc d'un toute nouvelle revue, cinéma, nouvelle revue, mais ça s'appelle La 7e Obsession. On voulait vous en parler puisque dans les grands amateurs de cinéma qui écrivent des bons papiers et tout ça, il y en a peu. Et là, c'est une belle nouvelle revue qui apparaît. Là, c'est le 3e numéro qui vient de sortir, le numéro de février-mars. Donc, c'est un magazine bimestriel. Voilà, bimestriel, et qui est donc collaboratif avec plein de gens. Il y a eu Céline Sciamma, là il y a Philippe Rouillet qui a pas mal participé, il y a pas mal d'entretiens, etc. Et surtout que je trouve que c'est un joli pari de lancer une revue papier aujourd'hui, c'est pas évident. Et là en l'occurrence, ça se démarque pas mal des autres, parce que là où les cahiers, même positifs, ont quand même pas mal évolué vers le magazine, même plastiquement. C'est pas juste une affaire de contenu, c'est aussi une affaire d'emballage, et ça participe à faire la différence. Donc je trouve que c'est une très belle œuvre à mettre sous les projecteurs, qui a déjà été pas mal mise sous les projecteurs, on n'est pas les premiers à le faire, Dieu merci. Mérite. Et voilà, donc c'est sous la direction de Thomas Haydan, et qui est donc le créateur avec sa Cécile Haydan, et on recommande. Voilà, donc le numéro 3, déjà disponible en librairie, qui est à la fois sur The Assassin de Ossie Ossienne et The Revenant, pour le coup, de Alejandro Iñárritu. Donc, en dernier appel, donc abonnez-vous sur YouTube, aimez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Twitter, rejoignez-nous sur Sens Critique et rendez-vous sur notre site officiel festivaldesbonsfilms.com. Allez voir des films, c'est bien, mais en voir des bons, c'est mieux. Voilà, au revoir et rendez-vous à la prochaine émission. Salut.